Il compte atteindre la calotte glaciaire par la mer de Weddell, traverser plus de 2600 km en traîneau en passant par le pôle Sud, gagner enfin de l'autre côté la mer de Ross. À bord du navire de Shackleton, 28 hommes, dont un caméraman. Le 27 octobre 1914, nous quittons le port de Buenos Aires à bord de l'Endurance. C'est notre ultime escale, notre dernier contact avec le monde extérieur. « 80 chiens de traîneau se trouvent à bord. Le succès de notre expédition dépend en grande partie de ces splendides huskies. Dans les premiers jours, la mer est très mauvaise. Les chiens sont malades, mais le médecin de bord se révèle être un excellent vétérinaire. Shackleton, lui, est parfaitement à son aise pendant ce voyage mouvementé. Il est vrai qu'il n'en est pas à sa première expédition polaire. Personne ne connaît l'Antarctique mieux que lui. Cap au sud, l'Endurance se heurte aux premières glaces de la mer de Weddell. Notre caméraman, Frank Hurley, enregistre ces images fascinantes. Il filme le plus souvent allongé sur une planche fixée à l'avant du bateau, sous le beaupré. Pendant des heures et des heures, malgré le froid intense, il ne bouge pas de son poste d'observation, tournant la manivelle de son appareil avec des doigts gelés. Frank Hurley court parfois de gros risques, surtout lorsqu'il se détache pour regagner le navire. Mais en fait, il a toujours plus peur pour sa caméra que pour lui-même. À cet endroit, la banquise a plus d'1 mètre d'épaisseur, mais l'Endurance est spécialement équipée pour l'affronter. 3 mètres de chaîne massif forment son étrave et une tôle d'acier protège la ligne de flottaison. Sans ces protections, les blocs de glace terriblement acérés auraient transpercé notre navire sans difficulté. Pendant 29 jours, l'Endurance parvient à se frayer un passage dans cette mer de glace. À cette époque, nous avons croisé des milliers de phoques qui émigraient vers le nord. C'était merveilleux de regarder la mer et de voir ces bataillons de créatures agiles et gracieuses se tordre et filer comme des flèches, leurs corps flexibles comme ceux d'une anguille. Il nous arrive parfois de tomber sur un chenal dégagé, un répit bien mérité pour le bateau soumis à rude épreuve. Spectacle grandiose. Certains icebergs atteignent plus de 100 mètres de hauteur et s'étirent sur des dizaines de kilomètres. Un jour, cette banquise que nous admirions tant va peu à peu commencer à étreindre le navire. Le 18 janvier 1915, 4 mois après notre départ, l'Endurance, notre bateau, est prisonnier des glaces. Shackleton ne s'attendait pas à ce piège. Nous étions en plein été antarctique.
Qui pouvait prévoir que cette année-là, justement, les températures seraient exceptionnellement basses? Elles atteignent moins 50 degrés. Toujours optimiste, Shackleton pensait qu'il était encore possible de libérer l'Endurance de la banquise. Pour couper la glace autour du bateau, le mécanicien de bord avait fabriqué une énorme scie de fer. L'équipage va travailler 48 heures durant. « 400 mètres de banquise séparent alors le navire de la mer. L'objectif est d'enlever la glace qui immobilise le bateau pour qu'il puisse prendre de la vitesse et briser ce mur blanc qui l'empêche d'atteindre la mer de Weddell. Il fallait manœuvrer avec une extrême prudence pour ne pas abîmer l'hélice. Voici l'instant crucial. Silencieux, tendu, l'équipage observe les mouvements de l'Endurance qui se lance à l'assaut de la banquise. Le bateau n'a pas assez d'élan. La tentative échoue. Tous nos efforts sont anéantis. On ne s'évade pas aussi facilement de la banquise. À présent, il va nous falloir survivre sur cette prison flottante. Pendant 10 mois peut-être, nous allons dériver sur ce gigantesque glaçon. Nous avons rapidement appris à nous organiser dans cet environnement hostile. Quand on a besoin d'eau, on sait où la trouver. Une équipe part en traîneau récupérer la neige au sommet des monticules de glace. Elle ne contient pas de sel et une fois fondue, elle est potable. Il est rare qu'on se lave d'ailleurs avec cette eau précieuse. L'hôtel Ritz, c'est le nom que nous avons donné à la partie intérieure du navire, tant elle nous semble confortable. Observation et recherche occupent les scientifiques de l'expédition pendant les longues journées d'hiver. Pour l'équipage, la principale distraction, c'est la troupe de théâtre. Les comédiens n'hésitent pas à se raser la barbe pour tenir des rôles féminins. La recherche de nourriture occupe aussi beaucoup notre temps. La viande de phoque figure invariablement au menu de l'hôtel Ritz. Shackleton nous ordonnait de manger beaucoup de viande fraîche. Grâce à lui, il n'y a pas eu de scorbut à bord. En Angleterre, un jour, j'ai entendu dire du mal des pingouins. Je peux vous assurer que les critiques sont injustifiées. J'ai pu constater que ces animaux sont au contraire très bien élevés. Ces oiseaux peuvent peser 45 kilos. Ils se dandinent en marchant et s'amusent à faire du toboggan sur la glace. Pour les sorties en traîneau, les chiens de tête sont sélectionnés pour leur intelligence. Les meilleurs flairent d'instinct les itinéraires les plus sûrs. Ces chiens adorent travailler et courir. Les attelages sont capables de tirer des charges de 500 kilos. Chaque chien est baptisé. Celui-ci s'appelle Shakespeare parce qu'il est rusé.
Celui-là, c'est Samson. Regardez comme il est fort. Un jour, notre famille des naufragés de l'Antarctique s'est agrandie. 4 petits explorateurs poilus sont nés sur la banquise. L'un d'eux a rapidement été baptisé Nelson. Ces chiots étaient vraiment gâtés. De la viande de phoque disparaissait régulièrement du garde-manger. Elle était évidemment destinée aux petites huskies. Mais au bout de quelques semaines, fini les privilèges. Ces jeunes chiens sont venus renforcer les rangs des attelages. Pour manger, il fallait travailler, comme tout le monde. Il nous est arrivé une fois d'organiser une course de traîneau. Chacun s'est mis à parier, on était pris au jeu. Les chiens de traîneau sont affectueux et bien dressés, mais il ne faut jamais oublier que leur instinct reste sauvage, féroce et dangereux. Les hommes se tiennent sur leur garde. Un attelage de chiens affamés vous dévore sans pitié. Notre petite course n'a pas beaucoup fatigué les huskies. Ils ont l'habitude d'assurer le service postal l'hiver dans le Grand Nord du Canada. Ils ont des milliers de kilomètres dans les pattes. Pour varier nos repas, parfois nous pêchions. Et nous avons, pour la circonstance, inventé une nouvelle technique. Un chalut est immergé à plus de 900 mètres de profondeur. Son câble est relié à une poulie. Il faut une dizaine d'hommes pour le relever. Il nous arrive de ramener à la surface des animaux bizarres que nous ne connaissons pas. Le football est devenu le sport le plus pratiqué en Antarctique. L'équipage se défoule et libère ainsi ses peurs et surtout ses angoisses. Août 1915. Nous sommes prisonniers des glaces depuis 6 mois. Les choses empirent. L'étreinte de la banquise se resserre autour du navire. La pression est si forte qu'elle soulève l'endurance. Le gouvernail se brise. Shackleton sait que seul un miracle peut désormais sauver le navire. L'équipe scie en permanence la glace qui enserre les flancs de notre bateau. Mais l'eau gèle instantanément. Frank Hurley, le caméraman, a volontairement accéléré cette séquence pour mieux montrer les mouvements de la glace autour de l'Endurance. Les plans d'abandon du navire étaient dressés depuis longtemps. On descend d'abord les chiens, ensuite les provisions. Les huskies flairent le danger et se montrent dociles. À part quelques coups de croc inévitables, l'opération se déroule sans problème. La banquise bouge de plus en plus. Des aiguilles de glace crèvent la coque du navire. Nous écopons depuis 3 jours, mais cela ne sert à rien.
Isolés dans cet immense désert blanc, nous sommes en danger. Nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. Il nous reste 3 chaloupes pour 28 hommes et 600 km de banquise nous séparent de la terre ferme. Nous devons partir d'ici. Les ordres de Shackleton sont formels. Chacun ne peut emporter avec lui qu'1 kilo d'objets personnels. Les choix sont souvent douloureux. Les plus sentimentaux préfèrent abandonner leur argent et conserver les photos de ceux qu'ils aiment. Shackleton nous distribue des vêtements chauds, spécialement réalisés, sur ses conseils, pour la survie en Antarctique. Avant le départ, nous assistons à un spectacle terrifiant, l'agonie de l'endurance. Ce navire a été notre seul refuge pendant de longs mois. Nous sommes désespérés de le voir ainsi broyé, déchiqueté par la banquise. L'endroit devient dangereux pour nous aussi. Nous partons avec l'intention de traverser la banquise jusqu'à la terre ferme. Mais bien vite, nous devons renoncer. Nous sommes une nouvelle fois bloqués, contraints d'installer une autre base que nous appellerons le campement de l'océan. 28 hommes dorment dans 5 petites tentes sauvées du naufrage, mais personne ne proteste. La nuit au moins, on se tient chaud. Une nouvelle attente commence au campement de l'océan, ancré sur un iceberg de 2 km². Nous constatons que notre iceberg se rapproche de la Terre, de l'île Éléphant. En décembre, Shackleton tente un nouveau départ. C'est encore un échec. Nous établissons alors une deuxième base, le campement de la Patience. Nous y survivrons pendant 4 mois. Avril 1916, 6 mois après le naufrage, nous pouvons enfin mettre les chaloupes à l'eau. Nous sommes alors à 100 km de l'île Éléphant. Nous décidons de tenter notre chance par la mer. Après 6 jours et 6 nuits épouvantables, nous abordons l'île Éléphant. Elle est déserte, pas un signe de vie. Certains membres de l'expédition sont à bout de fatigue. Une nuit de plus dans la chaloupe les aurait tués. Shackleton, lui, décide de repartir pour chercher des secours. Nous sommes 5 à l'accompagner. À ceux qui restent, nous promettons d'être de retour dans 5 semaines avec les secours. Nos camarades pensent ne plus jamais nous revoir. Nous nous dirigeons vers la Géorgie du Sud, une traversée de 800 milles
1500 km. Pendant 2 semaines, nous avons affronté une des plus dangereuses mers du monde. Des vagues immenses s'abattaient sur la chaloupe. Nous étions trempés jusqu'aux os, mais nous avons tenu jusqu'au bout. À la fin du 15e jour, la Géorgie du Sud était en vue. Mais il nous était impossible d'accoster. La tempête nous aurait drossés contre les rochers. Le soir suivant, enfin, on pouvait débarquer dans une petite crique. Nous étions ivres de fatigue. Notre première nuit à terre, nous l'avons passée dans une grotte bordée de stalactites. Ce domaine appartient aux éléphants de mer. Nous l'avons découvert le lendemain. Après 16 jours hallucinants, passés à écoper, à affronter la mort, nous avons adopté le rythme de vie paisible de ces animaux marins. Pendant 1 semaine, nous n'avons fait que manger et dormir. En fait, nous nous trouvions sur la côte ouest de la Géorgie du Sud. Les usines des baleiniers se trouvaient sur la côte est, autrement dit, sur l'autre versant de la montagne. Jamais personne n'avait franchi ces sommets de plus de 3000 mètres. Il nous était impossible de porter notre matériel de survie pour escalader la montagne. Il fallait donc marcher d'une seule traite. Après 36 heures, nous avons aperçu une fabrique d'huile de baleine au pied de la montagne. Pas de bain, les mêmes vêtements depuis 8 mois. Le directeur de la fabrique a vu arriver 6 épouvantails exténués. Son accueil a été très chaleureux, malgré notre apparence. À cette époque de la Grande Guerre, en 1916, l'usine expédiait des centaines de milliers de tonnes d'huile de baleine vers l'Angleterre. Dès notre arrivée à la fabrique, nous nous sommes mis en quête d'un navire pour aller secourir nos compagnons. À 1500 km de là, sur l'île Éléphant, le reste de l'équipage n'a jamais perdu espoir. Tous les matins, les hommes préparaient toutes leurs affaires pour être prêts à l'arrivée des secours. Ils vivaient dans des abris précaires, sous les coques retournées des chaloupes. Durant de longues périodes d'obscurité, les lampes chauffées à la graisse de baleine étaient leur seule source de lumière. Les hommes vivaient pliés en deux. Le médecin a dû amputer 5 orteils gelés. Il n'y a pas eu d'autres blessés. Shackleton a effectué 4 tentatives pour secourir ses camarades. La 3e a d'ailleurs failli lui être fatale. Le 30 août, tous nos efforts sont récompensés. Nous débarquons sur l'île Éléphant, terriblement angoissés, avec une seule question en tête. Nos compagnons ont-ils survécu à 128 jours d'hiver antarctique? Nous avons eu du mal à repérer le campement enfoui sous la neige. C'est Shackleton qui a fini par le découvrir. Arrivé à portée de voix, il s'est écrié « Êtes-vous en bonne santé ?» Ils ont répondu ensemble « Tout va bien, patron ». Notre retour à Valparaiso est triomphal. Tout ce qui peut flotter vient à notre rencontre. « 30 000 personnes au moins manifestent leur joie dans les rues. Après 2 ans d'aventure antarctique, Shackleton est rentré au port sans avoir perdu un seul de ses hommes. Nous venons de vivre une des plus belles épopées de l'histoire.